Bonjour à tous. Ouais, Christophe. Et alors, comme d'habitude, on va attendre quelques minutes que les premiers participants se connectent et puis ensuite on va démarrer. Bonjour Lucas, bonjour Eric. Hello. Bonjour. Bonjour. J'en profite en attendant que tout le monde que chacun se connecte. Si j'arrive, donc ça fait quelques semaines qu'on organise ces webinaires et donc on a organisé 3 précédemment. Donc notamment sur la partie création de contenu, gestion de la connaissance, voilà, toujours autour de l'IA et autour de la prospection automatisée, donc ce qu'on a mis en place chez nous, pour trouver les différents replays et clips sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, ainsi que sur le site de Forward avec une version guide plus avancée. Donc, je partage le lien de la chaîne YouTube et on partagera le lien du site à la fin de la session. Donc, on attend encore 2 minutes et ensuite on démarrera. Donc, la session d'aujourd'hui, c'est sur le second cerveau, donc plus avec une configuration d'entreprise. Je suppose que vous avez sûrement déjà tous vu la version individuelle, on va dire, autour notamment d'Obsidian, qui est assez souvent mise en avant, que ce soit sur LinkedIn ou YouTube, qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on opère avec Achille, parce qu'on vous montrera aussi un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'au niveau d'une entreprise, notamment pour des profils d'entreprise moins tech, et ben, ça peut être plus compliqué et plus technique à déployer et moins adapté, on va dire. Et puis, dans tous les cas, ça fait un outil en plus à intégrer et à maîtriser, en plus déjà des outils d'IA, que ce soit Claude ou ChatGPT. Et donc, voilà, aujourd'hui, le dispositif qu'on va vous présenter, c'est une version adaptée de ce concept-là, qui peut se plugger sur les différents drives, ainsi que sur des serveurs d'entreprise, chose qu'ont pas mal de boîtes. Et donc, voilà, le moyen, on va dire que c'est juste, enfin, l'outil plutôt, c'est juste un moyen. Et après, ça reste toute l'organisation et la méthode autour qui est importante. Tu veux qu'on lance? Ouais, on va lancer. Hop, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Alors, je vais juste accepter la dernière personne. Hop. Décidément. Hop. Donc, et On ben, inverse, Colin, comme ça je te laisse vas-y, accepter. on peut passer au début et après on prend le switch comme ça, c'est pas accepter les personnes au fur et à mesure. Ok, hop. Tout le monde va bien mon écran? Ouais. Ouais, c'est bon. Ok, super. Bon, mais écoutez, on lance. Comme l'a dit, donc bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être là. Comme l'a dit Colin, le sujet que vous avez vu passer, ça va être le second cerveau d'entreprise, avec cette promesse, en tout cas cette ambition de faire gagner en réelle productivité. On parle de 30 à 40% de productivité à titre individuel pour vos équipes. Donc, vous allez voir qu'il y a un gros changement de paradigme par rapport à une organisation traditionnelle et même à un second cerveau individuel, on va dire. Déjà, les prémices de ce dont on va parler, c'est qu'elles sont liées à celles du second cerveau tout court. Donc, c'est à peu près les mêmes problèmes. Aujourd'hui, la plupart des entreprises tournent sur un contexte qui n'est pas documenté, ou alors qui est mal documenté. Je peux vous donner des exemples. Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'on a arrêté de bosser avec ce client ou tel type de client.
En fait, c'est la personne responsable des partenariats qui est en congé maternité, qui a la réponse et l'info n'est pas accessible. Quand on cherche un process comme comment est-ce qu'on répond à une demande entrante de business, en fait, la question a été posée et documentée dans un Slack il y a 6 mois. Et qu'est-ce qu'on a promis à ce client il y a 6 mois, donc un process commercial. Ça a été envoyé par email directement, mais en fait, il n'y a que la personne qui a envoyé l'email qui sait ce qui s'est passé, et donc on ne retrouve pas le contexte. Donc, le thème commun, c'est que on manque de contexte unifié pour prendre des bonnes décisions et gagner en productivité, non seulement à l'échelle individuelle, mais surtout pour partager ce savoir et permettre que toute l'organisation monte sa productivité d'un cran. Et le résultat de ça, c'est que quand on veut se mettre à l'IA et en bénéficier avec un effet de levier important, en fait, on a du mal parce que chaque session repart à zéro. Et donc, à chaque fois qu'on rouvre un assistant, on se retrouve à se dire OK, il faut que je retrouve l'email, donc connecte-toi à tel outil. Je suis bloqué par la connaissance humaine. Je dois envoyer des messages pour savoir dans quel Slack c'était, qui a envoyé le mail, etc. Donc, le problème, ce n'est pas tellement un problème de modèle au sens des modèles IA. Le problème, c'est vraiment un problème de contexte. Comment est-ce qu'on agrège l'information pour que ce soit facilement accessible pour l'IA, pour débloquer de la vraie productivité? Et c'est de ça dont on va parler, non pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle d'une organisation. Donc, pour faire un rapide sommaire, on va parler du principe très rapidement, du second cerveau d'entreprise. Ensuite, on va rentrer dans le détail de la structure. On va parler infra un petit peu sans trop rentrer dans la tech, mais vous allez voir, ce n'est pas très compliqué en réalité. On va parler des pièges qu'il faut éviter et puis concrètement, comment au quotidien est-ce qu'on anime ce contexte-là d'entreprise avec à la fin un petit détour vers pourquoi est-ce que c'est important d'avoir l'ownership, la possession de ces données. Pardon. Donc, la raison pour laquelle ça ne marche pas en entreprise aujourd'hui, un second cerveau individuel, c'est que je suppose que si vous êtes là, et comme le disait Colin, c'est que vous avez conscience de cette organisation qu'est le second cerveau. Donc, l'idée de mettre tout son contexte quelque part dans un repo ou peu importe dans un dossier, ça ne vous est pas étranger. Mais simplement, souvent, c'est très individualisé. Donc, chacun fait ça dans son coin. Le problème, comme vous le savez toutes et tous, c'est que quand on travaille en équipe, il n'y a pas que notre contexte personnel. Il y a aussi les process et tous les petits contextes individuels de chacun qui doivent s'additionner pour qu'on puisse collaborer. C'est le principe de travailler en équipe. Donc, le modèle traditionnel, on va dire, de second cerveau et de base de connaissances, il est pensé surtout pour être individuel. L'autre problème, c'est que l'infrastructure technique qu'on associe traditionnellement au second cerveau, donc par exemple Obsidian, vous avez vu passer, Git, la CLI, donc la ligne de commande, etc., ça fonctionne bien quand vous êtes peu, et que aussi vous êtes à l'aise avec ces notions techniques, avec le versionning, etc. Mais dans une organisation un peu plus classique et surtout plus grosse, très vite, ça devient compliqué de tout gérer. Tout le monde n'a pas le même niveau de technicité. Donc, très vite, c'est le bazar. Et en fait, on revient rapidement à une sorte d'entropie naturelle qui fait qu'on revient à un système plus traditionnel. Et donc, les gains de productivité sont toujours limités à ces petits silos de connaissances individuelles, on va dire. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour commencer à transitionner, on va dire, de ce modèle individuel de second cerveau à un modèle collectif? La première chose, c'est cartographier. Donc, cartographier, ça veut dire quels sont les process qui existent déjà dans ma boîte et comment est-ce que je vais les mapper. Donc, où vit la donnée, je vais aller chercher dans mon CRM, je vais aller chercher dans les drives qui sont un peu éparpillés, etc. Je vais rassembler les boîtes email. Donc, déjà, avoir une sorte de processus mental, vous pouvez faire une carte comme une mind map ou sur un brouillon, par exemple, de se dire, OK, quelles sont les différentes sources de données dont je dispose et où est-ce que ça vit, pour avoir une représentation de où vit mon contexte aujourd'hui. Et la deuxième partie, c'est documenter, c'est-à-dire créer pour de vrai ce qui manque. Donc, quand vous allez cartographier, vous allez vous rendre compte que, en fait, personne n'a l'info de ce process commercial ou cette partie opérationnelle. Tout le monde le sait à peu près et ça fonctionne, mais ça n'a jamais été posé sur papier ou que ce soit. Et donc là, il va falloir créer le processus. Et donc, c'est ce qu'on appelle documenter. Donc, avec ces deux actions, on va poser les briques de ce système pour prendre le contrôle de notre contexte et arriver à commencer à l'additionner. Les 3 questions que vous devez vous poser
pour ce faire, c'est premièrement la question du contexte. Donc qu'est-ce qui est vrai pour moi? Et ça, c'est vraiment très propre à chaque entreprise. Donc, quelle est mon offre, évidemment, quels sont les clients cibles, mais aussi qu'est-ce qui fait de moi, enfin de mon entreprise, sa spécificité. Donc, son histoire, son ton, ses particularités, ses différenciations qui font que votre entreprise est votre entreprise. Donc ça, on va la rassembler sous d'ailleurs un dossier commun qui est le contexte. Okay, la deuxième grande partie, ce sont les process, c'est-à-dire concrètement, dans cette boîte-là qu'on a documentée, donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font les humains dans cette boîte-là? Et ça, c'est les process. Donc, concrètement, quand je suis dans le département RH, j'ai des process pour recruter quelqu'un, pour faire des évaluations de fin d'année, pour faire l'augmentation des salariés, etc. Ça va être mes process. Et il faut que je les documente aussi. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement? Et la troisième partie, c'est en tant qu'humain, ou en tant qu'IA d'ailleurs, mais en tant que collaborateur à un projet d'entreprise, on travaille avec des données, on se passe de la donnée, on se l'échange, on l'envoie à des parties prenantes extérieures, etc. Et la question, c'est où se situe cette donnée? Et cette donnée, elle se situe dans les outils. Et donc, il va falloir qu'on documente ces outils-là. Donc, à quoi l'IA a accès comme données? Donc, vous connaissez les connexions par API, par MCP, etc. Et donc, il va falloir connecter tous ces outils à mon IA pour que ces outils-là, enfin les modèles, pardon, aient accès à ces outils et puissent rassembler tout ce contexte. Donc, une fois que vous posez ces trois questions, déjà, vous avez une vue plus claire de ce contexte-là qu'il va falloir agréger. J'utilise de manière indifférenciée d'ailleurs contexte ici et dans ce qui est vrai pour ma boîte et contexte de manière générale parce que le second cerveau, même d'entreprise, repose autour de cette idée que il faut réunir toutes les connaissances. Mais je pourrais dire, voilà, on va réunir toutes les connaissances et dans ces connaissances, il y a du contexte, des process et des outils. Avant qu'on rentre un petit peu dans le détail, il y a une question, et nous on le constate en rendez-vous aussi avec des dirigeants, c'est le second cerveau, il n'est pas forcément fait pour être lu par des humains et il faut arriver à se détacher de cette idée-là. L'idée, ce n'est pas tellement d'être exhaustif, si, mais d'être lisible par des humains, c'est juste que ce soit utilisable par une IA. Donc, ce n'est pas forcément utile d'optimiser ça pour que ce soit parfaitement parcourable, on va dire, qu'on puisse parfaitement le parcourir en tant qu'humain et que ça fasse sens pour un humain. Par contre, il faut que ce soit bien conventionné pour qu'une IA puisse le lire, donc avec des fichiers en Markdown, par exemple, que vous connaissez sûrement, et avec une architecture qui est extrêmement claire pour une IA, pour que ce soit facilement utilisable. Donc, il faut un peu se départir de cette idée qu'il faut que ce soit un process ultra carré à notre sens humain. Vous allez voir qu'il y a des conventions qu'on peut suivre et qui permettent juste de faciliter l'accès aux IA. Et ça suffit. Ce n'est pas la peine d'optimiser pour des humains. Et je vais laisser Colin rentrer dans le vif du sujet sur OK, mais comment est-ce que concrètement ça se structure dans votre second cerveau? Oui, merci Achille. Donc effectivement, on vous a proposé ici une première architecture entre guillemets de second cerveau d'entreprise. Ce qu'on verra après, et ce qu'a déjà aussi mentionné Achille en introduction, c'est qu'encore une fois, voilà, chaque entreprise a une organisation qui lui est propre et donc forcément aura une architecture ou en tout cas une manière d'organiser ses process et son contexte qui va lui être aussi propre. Mais pour autant, il y a quelques grandes briques qu'on va retrouver globalement de manière assez transverse dans chaque entreprise. Pour se concentrer d'abord sur la partie les dossiers. Donc voilà, la première partie, c'est la partie contexte, donc ce que vient de décrire Achille, donc voilà, ce qui est vrai de la boîte d'une manière générale, donc voilà, son histoire, sa clientèle cible, ses offres, etc. Une deuxième partie, une partie outils, donc là où on va documenter pour chaque outil utilisé par l'entreprise, le type d'information qui s'y trouve et la manière dont elle est organisée. Donc typiquement, la majorité des entreprises ont un drive, et ça va être de documenter, de dire, on a telle arborescence, tel dossier, et dans tel dossier, tu vas trouver tel type d'information, dans tel dossier, tu vas trouver tel type d'information. Et en fait, c'est ce mécanisme de documentation qui va permettre à l'IA et donc d'être beaucoup plus efficace, à la fois quand elle cherche des informations, mais aussi quand elle crée des documents. Et donc, c'est vraiment ça le mécanisme, c'est que tous les
une fois que vous avez mis en place ce système, tous les salariés qui vont l'exploiter, peu importe leur niveau de base sur l'IA, vont être mécaniquement plus productifs juste parce que l'IA voilà, saura mieux se naviguer et connaîtra mieux vos règles en vigueur. Donc voilà, donc ça c'est la partie outils. Ensuite, on a les process donc, qui seront voilà, organisés par département. L'idée, c'est qu'ensuite, pareil, j'y reviendrai juste après, mais c'est que voilà, chaque personne fait partie d'un département. Dans son département, il y a différents process qui sont en place. Et ensuite, eh ben, dans ces process, eh ben, l'IA va pouvoir voilà, connaître les process, à la fois ceux qui sont appliqués par les collaborateurs, mais ainsi ceux qu'elle va devoir appliquer, donc qui sont finalement ce qu'on appelle les skills. Pareil, on reviendra sur la distinction juste après dans la présentation. Ensuite, un dossier client. Donc, effectivement, là, on l'a plus orienté B2B que B2C. Mais en tout cas, voilà, pour du B2B, c'est intéressant d'avoir un dossier par client qui va retracer l'historique complet avec ce client. Pas juste le dernier projet, pas juste la dernière collaboration, mais l'historique complet d'une manière synthétique. L'idée, ça ne va pas non plus être de stocker chaque mail envoyé au client ici, mais plutôt voilà, chaque action, chaque décision importante, chaque projet, voilà, chaque deadline, chaque voilà, étape réalisée avec ce projet. Et puis ensuite, un dossier équipe dans lequel chaque collaborateur aura son propre dossier pour voilà, organiser, voilà, on va dire, sa propre gestion de la connaissance personnelle, enfin personnelle dans le sens dans son interaction à lui avec l'IA. Voilà, encore une fois, comme je le mentionne ici, c'est voilà, que c'est un template et c'est pas une recette qui s'applique à toutes les boîtes, mais c'est plutôt une base qui est intéressant ensuite de faire évoluer. Ensuite, dans ce dossier, donc, on aura les cloud.md, pareil que vous connaissez sûrement, qui sont ces fichiers de configuration qui vont être auto-découverts ou liés de manière automatique par Claude et qui vont, donc voilà, il y en aura un voilà, à la racine qui va, encore une fois, voilà, les cloud.md, voilà, la vision et l'explication que j'en ai, c'est une carte du dossier et une description des règles en vigueur. Donc, dans le cloud.md principal, on aura la description voilà, vous aurez la description de chaque dossier principal, donc qu'est-ce qu'il y a dans contexte, qu'est-ce qu'il y a dans outil, qu'est-ce qu'il y a dans process, etc. Et ensuite, vous retrouverez aussi des cloud.md dans chaque dossier principal, à minima, donc dans contexte, outil, process, qui feront la même chose à l'échelle de ce dossier-là, donc de manière plus précise. Et juste parce que je vois la question, voilà, un fichier de contexte versus un CRM, voilà, l'idée, c'est pas que ce dossier remplace voilà, des outils ou du contexte existant, c'est qu'ils viennent le complémenter. Typiquement, dans votre CRM, vous aurez voilà, les informations commerciales sur l'historique des deals, potentiellement les activités. Et dans la partie contexte, et ben, vous aurez, voilà, on travaille avec ce client depuis telle date, il y a tel et tel collaborateur qui travaille sur ce client, on l'accompagne sur tel type de service, à telle date, il s'est passé ça lorsqu'on collaborait avec lui, et ainsi de suite. Donc, c'est voilà, du contexte un peu plus enrichi, un peu plus précis que ce qu'on peut retrouver de manière voilà, plutôt structurée et de manière quanti dans le CRM. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Et donc, l'idée de ce dossier, c'est que c'est un nouveau dossier. Donc, voilà, dans votre Drive ou sur votre serveur, pareil là-dessus, on y reviendra après. C'est voilà, quelque chose qui vit enfin, à côté de votre Drive au sens de, voilà, c'est un nouveau dossier dans votre arborescence. Et en gros, ce nouveau dossier, ça va être un peu le cœur névralgique de votre organisation, dans le sens, ça va être le point de départ de l'IA pour qu'ensuite elle sache voilà, où se diriger ou où chercher dans tout le reste de votre organisation. Donc voilà, c'est ce que je mentionne à la fin. Voilà, ce dossier donne la carte et le contexte sur tout le reste. Il ne les remplace pas, donc notamment sur la partie CRM. Donc, tu peux passer la main. Ensuite, voilà, il y a effectivement, comme vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a qu'un seul dossier qui est découpé par département, qui est la partie process.
parce que les autres, en tout cas encore une fois, dans les dossiers qu'on a créés sur la partie template, sont des dossiers qui vont être transverses. Voilà, que ce soit les RH, le support, les RH, la vente, le marketing ou la prod vont à bénéficier que leur IA, enfin, en tout cas, ils ont aussi besoin d'informations qui peuvent se trouver dans le contexte ou les outils ou les clients. Là où les process, forcément, vont être plus spécifiques à chaque équipe, même s'il peut aussi y en avoir des plus transverses en fonction de certains fonctionnements d'entreprise. Donc voilà, encore une fois, le second cerveau ne contient pas votre drive, il contient sa carte et chaque fiche outil dit voilà, une chose que personne n'écrit jamais. Donc voilà, comment l'IA atteint cet outil. Donc, comme l'a mentionné Achille, aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas tellement de connecter l'IA à ces outils. Ça, c'est assez facile maintenant avec les MCP et tous les connecteurs qui ont été établis. Par contre, expliquer à l'IA comment naviguer efficacement dans chaque outil et surtout en fonction de votre organisation, ça, c'est pas encore forcément, c'est propre à chacun, donc non standardisable. Et donc, il y a un travail à faire de ce côté-là. Donc, comme je mentionnais, effectivement, un cloud OMD par dossier, donc voilà, qui n'est pas un sommaire, mais qui est un fichier qui porte les règles en vigueur à cet endroit et qui route vers les process concernés. Voilà, encore une fois, par exemple, si vous utilisez ChatGPT, qui ont sorti ChatGPT Work récemment, qui globalement fonctionne exactement de la même manière que Claude Cowork ou Code si vous servez de Claude. Je crois que si ChatGPT s'appelle les agents.md, mais bref, tous ces outils aujourd'hui, c'est devenu assez standard, ont ce type de fichiers de configuration qui sont auto-découverts dès que l'IA entre dans un nouveau dossier ou explore un nouveau dossier qui en contient un. Et donc, on sert cette mécanique pour que l'IA sache à chaque fois, un peu comme des poupées russes, voilà, dans chaque dossier qu'elle explore, de manière un peu plus précise, ce qu'il contient et voilà, encore une fois, les règles et process à suivre dans ce dernier. Voilà, et sur la partie donc socle, effectivement, c'est la personnalisation de chacun. Donc, il y a deux manières de personnaliser on va dire ce second cerveau à chaque collaborateur. La première, c'est ce que je vous disais. L'idée, c'est que chaque collaborateur au sein de ce second cerveau d'entreprise ait son dossier. Alors, je dis personnel, même si de toute façon, il est partagé avec tout le monde, mais en tout cas, là où il peut appliquer les règles qu'il souhaite et organiser, on va dire, les infos qui concernent son scope de la manière dont il veut. Et ensuite, dans Cloud, encore une fois, c'est la même chose dans ChatGPT, on peut tous configurer un cloud.md, donc encore une fois, ce fichier de config, au niveau de la racine, entre guillemets, en tout cas, que Cloud va lire et appliquer indépendamment du dossier dans lequel vous travaillez, et donc qui va permettre justement de personnaliser vos interactions avec ChatGPT et surtout qu'il sache, entre guillemets, qui vous êtes, quel collaborateur dans l'entreprise vous êtes, et que du coup, vous n'ayez pas à lui dire moi c'est Colin, pour qu'il sache où mettre vos dossiers de travail au bon endroit. Donc, je vais vous montrer rapidement comment c'est organisé et un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, donc, on prendra sur la partie Google Drive. Ça permettra de l'illustrer. Hop. Donc, ça y est, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ok. Donc, vous voyez ici, donc je suis dans Cloud Code. Là, je suis sur donc la partie de mon dossier second cerveau, mais donc j'ai créé aussi j'ai répliqué la partie second cerveau d'entreprise. Donc, comme vous voyez, vous pouvez le voir juste ici. Donc, il suit la structure que je vous ai décrite précédemment. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce dossier, je l'ai aussi donc sur mon drive juste ici. Voilà, dans mes drives partagés, j'ai ici la partie second cerveau d'entreprise. Et ce qui est important, on y reviendra juste après, c'est que vous allez bien télécharger. Là, les drives précédents sont que des symlinks, donc des liens vers les dossiers drive. Je l'ai pas téléchargé directement, mais celui-là, je l'ai téléchargé parce que
justement l'intérêt des seconds cerveaux et notamment une des raisons pour lesquelles Obsidian est populaire, c'est que ça travaille en direct sur votre PC en local, chose qui est beaucoup plus efficace que si Claude ou ChatGPT doit passer par des MCP ou autre. Et donc, vous pouvez avoir cette organisation grâce à l'application Google Drive sur votre bureau, que vous voyez, que je vais vous afficher juste ici. Ça prend 5 minutes à installer et ça vous permet encore une fois de mettre en place ce mécanisme. Et comme ça, en gros, vous allez pouvoir travailler dans un dossier local qui va être instantanément synchronisé sur le Drive. Et je vais vous montrer vraiment la synchronisation se fait vraiment de manière très, très rapide. Si je me mets par exemple ici dans client et que je dis ensuite juste ici, créer un nouveau dossier client nommé exemple, et ben vous allez voir qu'il va apparaître très rapidement sur mon Drive et que là, l'IA va le créer juste en local. Et donc, voilà, c'est cette synchronisation-là qui est intéressante et qui facilite aussi, par exemple, par rapport à un GitHub, où, pour ceux qui connaissent un petit peu, il faut faire des commits ou merger. Et donc, pour des gens non techniques, c'est un peu compliqué à prendre en main et surtout à s'en souvenir. Alors que là, il n'y a rien ça se fait de manière automatique. Et voilà. Donc là, ensuite, si on retrouve sur la partie Drive, et bien vous voyez qu'il est directement ici, exemple. Donc voilà, ça se fait vraiment de manière fluide et c'est tout l'intérêt de ce système. Donc voilà, maintenant on va passer à la présentation, effectivement, justement, pourquoi on a choisi le Drive et la manière dont ça fonctionne. Donc, hop, Phil, je te laisse reprendre juste ici. Oui, absolument. Donc, comme vient de le mentionner Colin, là, on vous montre avec Google Drive parce que c'est une des méthodes les plus pratiques. On va expliquer les différences juste après. Mais globalement, ça pourrait être la même chose avec un OneDrive de Microsoft, avec un serveur que vous avez déjà. Le principe, c'est juste d'avoir un endroit centralisé sur un cloud auquel vous pouvez avoir accès localement et pusher des fichiers. Les 3 étapes donc pour installer cette méthode-là sur Google Drive, mais en réalité, ça va être globalement la même chose pour tous les types de serveurs. Vous installez l'application native. Donc ça, l'IA peut, enfin quoique avec Claude Code ou Cowork, l'IA peut peut-être le faire, mais faites-le. Ensuite, vous choisissez le dossier que vous voulez partager et ce dossier-là vient être un miroir de ce que vous avez en local sur votre machine. Et vous allez ouvrir ce qu'on dit par ouvrir l'IA dedans, c'est-à-dire depuis Claude Code, par exemple, vous allez pouvoir, exactement comme l'illustre Colin là, ouvrir la conversation avec l'IA depuis ce fichier-là pour que l'IA ait directement accès au contexte et puisse travailler dedans. En réalité, elle pourrait localiser, on pourrait ouvrir Claude Code depuis n'importe où et localiser ensuite ce fichier-là, ce dossier-là, mais c'est encore plus simple si vous l'ouvrez directement depuis ce dossier-là. Donc, notamment parce que en l'ouvrant depuis ce dossier-là, elle va automatiquement charger les fichiers de config, notamment le cloud.md. Exactement. Donc, on va dire qu'il y a 3 niveaux de complexité qu'on a identifiés à ce stade-là. Et donc, aujourd'hui, le niveau 1 suffit pour la majorité des organisations, mais c'est important d'avoir conscience aussi que différents niveaux existent. Le premier niveau, c'est effectivement un drive partagé donc dans le cloud comme un Google Drive synchronisé en local. Donc, ce qu'on dit, donc vous travaillez depuis le fichier local et automatiquement, ce fichier local est poussé vers le dossier collaboratif cloud. Donc ça, c'est le plus simple. N'importe qui sans connaissance technique, comme l'a montré Colin, peut le mettre en place et c'est là où on recommande de commencer. Le niveau un petit peu au-dessus, donc le niveau 2, c'est un dossier ou un serveur en local. Donc ça, vous le gardez chez vous. Souvent, c'est sur des serveurs d'entreprise. Donc là, on se départit du cloud. Normalement, ce n'est pas à vous de gérer ça en tant que collaborateur individuel ou dirigeant. Vous avez souvent un responsable technique qui s'occupe de ça. Ça implique d'autres modalités un petit peu plus complexes parce que c'est moins automatique qu'avec le cloud forcément, mais ça permet de rester maître de ces données. Et après, la troisième version, on va dire la plus technique, c'est sur un repo Git. Donc, vous utilisez peut-être déjà ça pour votre
pour votre second cerveau personnel. Et là, c'est génial parce qu'on a ce qu'on appelle du versionning, c'est-à-dire que les fichiers, au lieu d'être remplacés, on va vous montrer comment ça marche sur Google Drive, mais il y a un historique pour chacune des modifications des fichiers. Donc ça, c'est top, mais c'est quand même une infrastructure qui est plus technique, on ne va pas se mentir. Et donc, à titre individuel ou sur des petites équipes, si vous êtes 2-3, ça peut bien marcher et plutôt à l'aise avec la technologie, ça peut marcher. Mais si on est réaliste, si vous êtes 10, 20, 50 ou même plus, tout le monde ne va pas arriver parce que tout le monde n'a pas intérêt, on va dire, à rentrer dans les détails techniques de comment fonctionne un repo GitHub et comment fonctionne du versionning. Le plus simple, ça reste quand même de passer par un serveur partagé simple, que ce soit en local dans votre boîte ou via du cloud, quoi. Donc, globalement, le cas numéro 1 couvre 90% des boîtes. Si on reste sur cette modalité de Google Drive, donc, puisque ça couvre en réalité, d'un point de vue Pareto, la majorité des cas, un des premiers pièges qu'on a constaté, c'est que c'est facile de créer des raccourcis sur Drive. Or là, ce dont on a besoin, voilà, Colin va montrer à quoi ça sert, exactement comme ça. Donc, ce n'est pas téléchargé sur votre machine. Le problème, c'est que du coup, l'IA n'y a pas accès, puisque, comme son nom l'indique, ce n'est pas téléchargé. Et donc, c'est important de ne pas travailler avec des raccourcis, même si c'est le cas quand vous travaillez, vous, d'un point de vue individuel, parce que l'IA doit accéder à ces dossiers-là et aux informations qu'elles contiennent. Donc, tout ce dont vous voulez donner accès à l'IA, il faut que ce soit téléchargé et que ce ne soit pas sous forme de raccourci. C'est un détail, mais c'est important, parce que sinon, si vous commencez à fonctionner comme ça ne va juste pas marcher et l'IA va devoir, ou alors l'IA va devoir passer par le MCP et on perd l'intérêt du second cerveau qui est en local et où l'information est accessible facilement. Le deuxième petit piège, on va dire, qu'on a identifié, c'est qu'il y a une question de droit. Donc, quand vous travaillez tout seul sur votre infra de second cerveau, vous n'avez pas de question de droit puisque c'est vous-même, donc vous avez accès à tout. Par contre, vous savez très bien comme moi que dès que vous travaillez avec des fichiers partagés, vous n'avez pas forcément envie que tout le monde ait accès à toute l'information dans votre boîte. Ça semble légitime. Et ce qu'il faut savoir sur Google Drive, c'est que les droits d'accès sont descendants. C'est-à-dire, si vous donnez accès à quelqu'un au fichier principal, donc par exemple, second cerveau entreprise, dans lequel sont logés tous les autres dossiers, ça veut dire que cette personne-là peut accéder à toutes les informations par ruissellement qui sont contenues dans ce dossier-là, ce qui n'est pas forcément ce que vous voulez. Donc, la clé pour arriver à collaborer efficacement, et c'est ça, c'est juste quelque chose à avoir en tête, c'est qu'il faut donner les droits de manière granulaire, c'est-à-dire du bas vers le haut. Donc, typiquement, je veux que cette personne-là n'ait accès d'abord qu'à ce petit sous-dossier, par exemple, et à ce document-là qui est dans un autre dossier. Mais il faut le garder en tête que la gestion des droits n'est pas aussi facile que dans d'autres modalités et que surtout elle est descendante. Donc voilà, d'un point de vue de la sécurité et de la confidentialité des données, c'est un point qu'il faut garder en tête, quoi. C'est ça. Et le message ici, c'est aussi de dire que globalement, surtout pour des organisations de 30, 50, 100 personnes, l'idée, c'est que le second cerveau, vous dit donner accès à tout le monde, mais c'est juste du coup avoir en tête de ne pas mettre d'informations confidentielles dedans. Mais encore une fois, les documents principaux, que ce soit les Google Docs, les PDF, etc., après, sont dans votre Drive classique. Donc, c'est à ce niveau-là que vous gérez les différents niveaux d'accès. Oui, tout à fait. Ce n'est pas aussi critique que pour les documents de travail, on va dire, mais vous n'avez peut-être pas envie que tout le monde ait accès à toutes les infos de votre second cerveau d'entreprise. Ce qui est important aussi de comprendre dans la différence entre un serveur comme Google Drive ou un serveur d'entreprise et des logiciels comme GitHub ou Obsidian qui font du versionning, c'est que à chaque fois que vous allez ajouter ou changer de l'information, vous n'allez pas avoir d'historique. Vous voyez, quand vous ouvrez un Google Doc, en général, ou un Notion que vous utilisez sûrement, vous avez quelque part l'historique de la page et des modifications. Vous pouvez travailler plusieurs personnes peuvent collaborer sur ce document et vous avez un historique. Là, ce n'est pas le cas puisque les fichiers sont téléchargés en local et que vous faites des modifications. Et donc, la particularité, c'est que quand vous voulez faire des modifications sur un fichier qui va être parcouru par d'autres personnes, il faut garder en tête que ça va être un nouveau fichier qui va être poussé sur le drive et donc on va perdre cet historique. Donc, on ne va pas pouvoir revenir en arrière en quelque sorte en cas d'erreur ou pour regarder ce qui a été fait. Donc, c'est juste un exercice mental en fait de comprendre comment ça fonctionne.
pour agir au mieux dans la manière de s'organiser. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous prenez une décision, par exemple, donc vous avez un document avec tout ce qui a été fait avec un client. Donc, ça pourrait être, je ne sais pas, des bullet points qui résument les actions que vous avez prises pour un client. La personne a signé à telle date, on a commencé tel projet à telle date, tel collaborateur a rejoint à telle date. Quand vous allez vouloir faire des modifications, il faut rajouter une ligne en dessous, donc ajouter ces informations à la fin et conserver ce qui se passe au-dessus, parce que vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière dans le document pour checker les étapes que vous auriez effacées. Donc, l'analogie, c'est au lieu de tout supprimer et de mettre juste à jour le document avec la dernière étape, qui pourrait être le cas dans une version versionnée parce que vous pourriez revenir dans le temps en quelque sorte avec l'historique de la page. Là, il faut juste garder en tête que ce que vous supprimez, c'est supprimé pour toujours, pour tout le monde. Et donc, il faut rajouter les informations au lieu de fonctionner différemment. La suite, on va dire, de cette organisation pour faire vivre ce drive, c'est que comme on a dit, vous allez instaurer les process, qui fait partie des 3 questions que vous devez vous poser entre le contexte, le process et les outils. Et on trouve que c'est important de faire une distinction entre les process et les skills. Skills dont vous avez sûrement déjà entendu parler, dont on parle beaucoup de manière générale dans la discussion avec l'IA. Et même conceptuellement, c'est important de faire la différence pour que vous puissiez mapper les deux de manière correcte. Un process, ce que nous, on a défini comme un process, c'est ce que nous, on fait en tant qu'humain. Donc, c'est la longue liste des étapes nécessaires pour arriver à un objectif. Et ça doit être lisible par une personne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout à l'heure, on disait que le second cerveau on n'a pas forcément le concevoir comme étant accessible par un humain. Le process, c'est quand même ce que vous allez mapper, c'est ce que vous allez donner à un nouveau collaborateur, par exemple, quand vous voulez qu'il accomplisse ou qu'elle accomplisse une tâche. Donc, un process, c'est vraiment cette fiche très complète qui décrit la manière dont doit être réalisée une tâche. Le skill, c'est la même chose, mais pour une IA. Et donc, ça garde en tête, ça ne va pas être les mêmes modalités. Vous pouvez moins vous embêter avec la forme, typiquement, ou en tout cas que ça ressemble à un process humain, parce que normalement, vous savez comment on doit structurer un skill. C'est des particularités avec, par exemple, un en-tête qui explique la date et le contexte, avec une architecture un peu particulière, avec par exemple des appels à des scripts ou à d'autres outils ou des appels à des sous-skills. Tout ça, ça va être l'IA qui va s'en occuper. Et donc, pareil, c'est plus une dénomination, on va dire, conceptuelle qui est importante d'avoir pour vous dans votre organisation, de se dire, OK, là, je vais stocker mes process versus je vais créer un skill.md que vous connaissez sûrement, et qui va être la manière dont l'IA va exécuter le skill. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que dans le process, quand l'IA va lire un process, à un moment, elle va devoir exécuter un skill qui peut lui-même exécuter des sous-skills. Mais il faut avoir cette distinction entre le process qui est la tâche humaine de bout en bout et le skill qui va être un petit peu plus granulaire et qui est pensé pour être exécuté juste par une IA. C'est ça. Et juste pour compléter là-dessus, les skills ne vont pas vivre dans le second cerveau, parce qu'en tout cas, au niveau de l'entreprise, parce que si vous avez des licences entreprises, que ce soit Cloud ou ChatGPT, voilà, vous pouvez créer et partager les skills au niveau de l'organisation. Et donc, voilà, c'est une manière plus simple de donner accès et de partager les skills. Et les process vont vivre effectivement potentiellement dans le second cerveau, dans un format .md. Et l'intérêt de les faire vivre ici, c'est que justement l'IA puisse rappeler aux collaborateurs ou onboarder des collaborateurs sur de nouveaux process et les former. Tout à fait. Et c'est parce que ça, l'objectif, c'est d'arriver à collaborer efficacement. Et si on revient à un peu la promesse ou l'ambition dont on parlait au début, l'idée, c'est de dépasser les 5-10% de productivité individuelle qu'on voit en entreprise pour arriver à une productivité généralisée. Et pour ça, il faut que l'IA et les humains arrivent à collaborer efficacement ensemble, quoi. Quelque chose qu'on constate aussi, c'est qu'il faut quelqu'un qui soit en charge de ce second cerveau d'entreprise si vous voulez que ce soit un succès, parce que sinon, c'est la responsabilité de personne et donc ça ne fonctionne pas. La tournure, on va dire, la posture intellectuelle qu'on a trouvée, qu'on devrait avoir par rapport à ce second cerveau, c'est que ce n'est pas tellement un poste technique, parce que comme on vous a montré,
en fait, la technicité est relativement faible finalement, en tout cas pour commencer. Donc, c'est plutôt une posture de responsable qualité, de responsable opérationnel, plutôt que de responsable technique, comme on pourrait y penser. Et donc, il y a plusieurs rôles auxquels incombe cette personne, comme former les collaborateurs actuels et les nouveaux arrivants sur ce système-là, pour que ça puisse être appliqué correctement, maintenir le second cerveau, parce que forcément, comme je mentionnais tout à l'heure, il y a une entropie naturelle avec tous ces systèmes qui fait que l'IA ou d'ailleurs les collaborateurs aussi, vont déplacer des choses, pas forcément nommer les fichiers de la bonne manière, etc. Donc, il faut un travail de maintien régulier toutes les semaines, tous les mois pour être sûr que l'architecture reste bien en place et évidemment le fasse évoluer en rajoutant, comme disait Colin, selon le contexte de votre boîte, un nouveau dossier parce que selon vos spécificités, il faut, je ne sais pas, un dossier réglementation ou que sais-je, rajouter des fichiers ou des dossiers clients, etc. etc. Donc, à l'échelle individuelle, chacun peut mettre à jour un petit peu les fichiers et s'occuper surtout de sa partie sur son second cerveau, mais il faut qu'il y ait un responsable clairement identifié qui soit responsable justement, donc honneur de cette architecture pour que ça puisse bien fonctionner, surtout dans le temps, parce que sinon, ça va invariablement fonctionner moins bien avec le temps, tout simplement. C'est ça. Et après, vous pouvez voilà, vous servir de l'IA aussi pour voilà, entretenir ce second cerveau avec des routines et des workflows. Mais il faut quand même quelqu'un dont c'est la responsabilité, comme l'explique Achille. Oui, absolument. Et donc, pour finir sur cette partie comment faire vivre le système, on vous laisse avec 4 règles qui permettent d'avoir une vue sur ce système-là. Donc, la première, c'est quand vous prenez une décision, en réunion ou peu importe, il faut que ce soit documenté le jour même. En tout cas, c'est nos opinions, on va dire, sur ça, mais c'est ce qu'on constate qui fonctionne, parce que vous savez comme moi, si vous ne l'écrivez pas le jour même, si vous notez de le faire plus tard, souvent ça passe à la trappe. Et là, c'est tout le système qui est mis en péril, parce que si vous n'avez pas documenté la décision de la veille et qu'un autre collaborateur accède à ce document et veut avoir du contexte, en fait, on se retrouve à ne pas avoir mis en place à pas avoir documenté ça, et ça introduit du bazar et de l'incompréhension dans tout le système. Donc, une règle d'hygiène, on va dire, c'est de ajouter la documentation le plus vite possible après le moment où la décision a été prise. Ensuite, ça c'est un concept que vous connaissez si vous avez fait un peu de dev, mais un process, à partir du moment où on le réalise 2 fois, à partir du moment où on réalise une action plus d'une fois, il faut le documenter. Parce qu'en fait, si vous commencez à dire non mais cette fois ça va, il n'y a pas de raison réellement de le documenter. Et si vous le faites plus d'une fois, ça veut dire que ça peut être utilisé non pas seulement par vous dans le futur, mais aussi par quelqu'un d'autre. Donc il faut documenter les process le plus vite possible pour que ça fasse partie de ce contexte. Donc c'est une posture à avoir, c'est un réflexe à obtenir, ça prend un peu de temps pour tout le monde de s'accoutumer à cette nouvelle culture de la documentation, mais c'est vraiment important de faire entrer dans la tête de tout le monde que dès qu'on commence à répéter les mêmes actions, il faut les coucher sur papier. Et vous savez comme moi que c'est très simple, il suffit de demander à l'IA, voilà, voici mon process, documente-le de la bonne manière dans le second cerveau. Le documenter et le transformer en skill potentiellement s'il peut être automatisable. Absolument. Et donc, c'est là où rentre la distinction en jeu, comme on disait, entre le process qui est votre process que vous allez faire, et potentiellement, vous ou l'IA peut identifier des parties qui peuvent être skillisables, désolé pour le néologisme, mais que l'IA peut exécuter de son côté. Troisièmement, un département n'existe que s'il y a un process écrit. Donc, si vous ne documentez pas ce qui se passe dans votre équipe, il n'y a aucune manière de savoir ce qui se passe chez vous. Et donc là, c'est notamment quand on onboard des nouveaux collaborateurs, par exemple, ou que quelqu'un change d'équipe, il faut absolument que chaque équipe, on va dire, joue le jeu, parce que sinon, ça crée des disparités. Et c'est là où, d'un point de vue organisationnel, vous créez des gros écarts de productivité entre l'équipe opérationnelle, j'en sais rien, qui a pris le pli d'IA et qui, en fait, arrive à accomplir beaucoup plus de choses, et l'équipe, je vais tirer au hasard, donc pas d'offense, mais RH, j'en sais rien, ou commercial, qui, en fait, ne met pas à jour ce document.
comme par exemple, on peut ne pas mettre à jour un CRM, ce qui est toujours un peu problématique. Et ce qui fait que c'est là où commencent à se créer des grosses disparités en interne, mais c'est tout le système dans son ensemble qui est pénalisé parce que c'est là où vous allez commencer à voir des gros écarts de productivité entre les équipes et les gens surtout. Et puis finalement, si quand vous parcourez, donc pas vous-même, mais avec l'IA, les process et ce second cerveau, et que on vous remonte qu'une information est fausse, il faut absolument que vous identifiez et que euh, et que vous signalez au propriétaire de ce document-là l'erreur, parce que sinon, comme on disait, ce qui se passe, c'est comme il n'y a pas de versionning, il faut soit rajouter en note quelque part, que ce soit écrit qu'on a fait le changement en noir sur blanc, mais le mieux, c'est de le signaler au propriétaire, parce que sinon, ça crée un système où plus personne ne sait exactement qui a changé quoi. Et dans ce cas, on se retrouve avec du bazar assez rapidement. Et donc, ça, c'est vrai notamment dans ce qu'on disait, les dossiers par équipe. C'est hyper important de signaler à l'équipe, je ne sais pas, opérationnelle, que tel process a été changé ou ne reflétait pas la réalité. Parce que sinon, comme on n'a plus accès à ce fichier-là, enfin à ces dossiers, rappelez-vous, l'idée, c'est de ne pas y accéder, nous, en tant qu'humains, c'est d'envoyer nos IA accéder à ce truc-là. Très vite, il peut y avoir des confusions et on peut penser bosser sur le bon process alors qu'en fait, il a été modifié. Donc, il y a quand même aussi de la communication à avoir. Une bonne manière de faire ça, c'est, comme je disais, de documenter noir sur blanc dans le doc de process quel changement a été fait. Ça permet que l'IA lise ça et donc soit au courant des changements. Mais il faut garder en tête qu'on ne va pas le lire, nous, tellement en tant qu'humain. Donc, il faut que ce soit extrêmement clair et qu'on ne se repose pas sur juste les discussions à la machine à café pour dire au fait, j'ai changé ton document, quoi. Voilà, Ouais, voilà un petit peu les règles d'entretien pour que le système fonctionne bien. c'est ça. Euh, Ensuite, on voulait conclure sur un enjeu un peu plus global, c'est pourquoi voilà, ce contexte, vos process, la connaissance de votre entreprise doit rester voilà, bah, justement dans votre entreprise. Récemment, vous avez peut-être vu passer que Claude a lancé voilà, ses agents Claude dans Slack. Globalement, ça permet, alors ils sont accessibles uniquement, en tout cas pour l'instant, sur le plan entreprise, et ça permet de créer voilà, des agents auxquels vous allez donner voilà, accès à différents outils et que vous allez pouvoir choisir de faire vivre dans un ou plusieurs channels Slack. Et l'intérêt, c'est que bah, du coup, plusieurs personnes peuvent échanger avec ces agents. Ces agents peuvent donc effectuer des tâches comme si vous étiez dans l'application. Et surtout, plusieurs personnes peuvent interagir dans la même conversation. Et le point intéressant, enfin, en tout cas voilà, dans cette nouvelle fonctionnalité, c'est que chaque agent que vous allez créer va avoir sa propre mémoire et va se souvenir des interactions. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un peu un open cloud en Slack version cloud. Le problème, c'est que cette mémoire, vous y avez pas forcément accès. Vous savez pas comment elle est organisée, comment c'est stocké. Si d'ailleurs vous avez, j'allais dire, la main sur ces données ou si Claude l'exploite. Finalement, bah, voilà, au plus vous allez l'utiliser, au plus ces agents vont emmagasiner de la connaissance sur votre entreprise, au plus forcément ils auront de la valeur, mais du coup, ça va créer une dépendance si justement vous ne pouvez pas choisir voilà, si vous ne pouvez pas entre guillemets débrancher l'IA et choisir demain de changer de modèle. Aujourd'hui, avec voilà, le modèle qu'on vous a montré, vous pouvez très facilement passer voilà, d'un Claude à un ChatGPT et à peut-être un Mistral demain. Voilà, ça se fait très facilement. Donc voilà, l'enjeu, c'est pas forcément cloud, TOS ou pas, plutôt en tout cas dans un premier temps, en tout cas pour la majorité des boîtes, c'est plus à minima d'avoir voilà, le contrôle sur sa donnée et pas être dépendant d'un seul fournisseur. Donc voilà, et forcément, pareil, l'autre point, c'est que c'est là où vont se diriger tous les outils, que ce soit ChatGPT, Claude, etc. Parce que tout le monde se rend bien compte que c'est ce contexte-là qui a le plus de valeur, qui permet à l'IA de fonctionner de manière efficace, et que donc c'est le meilleur moyen qu'ils ont voilà, de garder leurs clients chez eux et d'éviter qu'ils changent d'outils, comme on le voit souvent récemment, enfin depuis ces derniers mois, au gré des différents modèles qui sortent. Pareil, l'autre point, c'est que voilà, ce sujet de contexte, pareil, il y a pas mal de, enfin,
tout le monde s'est rendu compte que c'était central, qu'on n'avait pas forcément d'outils adaptés pour le gérer. C'est pour ça qu'on crée un peu, entre guillemets, qu'on bricole, si je puis dire, avec du Obsidian, du GitHub, ou qu'on vous présente aujourd'hui cette approche avec le Drive ou avec votre serveur. Et c'est sûr, en tout cas moi je le souhaite, mais je pense que ça sera le cas, il y a déjà des startups qui bossent dessus. Il y aura des outils dédiés qui seront vraiment adaptés et qui permettront de le faire de manière plus ou moins souveraine. Le message qu'on veut faire passer, c'est que en fait, c'est important de commencer à faire ce travail maintenant parce que, encore une fois, assez rapidement, vous pouvez en tirer beaucoup de bénéfices. Et dans tous les cas, même si à terme, il y aura sûrement des outils mieux adaptés, par exemple, notamment dans la gestion des contrôles d'accès, de qui a accès à telles données, qui vont émerger, ce travail de structuration de la connaissance de votre entreprise, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et ça sera jamais standardisable. Ouais, et juste je rebondis sur ça, Colin, avant que tu passes à la suite, c'est que de manière générale, dans tous les cas, comme tu viens de dire, hein, mais documenter vos process, c'est nous ce qu'on a observé, hein, mais la meilleure manière pour rendre tout le monde plus productif, de manière générale, même si vous n'utilisez pas l'IA. Mais en plus, derrière, si on documente ces process d'une manière qui est lisible par l'IA, vous donnez accès à tout le monde et pas, encore une fois, c'était l'ambition de ce dont on voulait parler, pas à titre individuel à tout le monde, à cette productivité et vous permettez de passer au stade d'après. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire, ne serait-ce que pour augmenter juste la productivité, même si vous ne voulez pas utiliser l'IA dessus, quoi. Et ça sera valable aujourd'hui, demain, dans 10 ans. C'est toujours mieux d'avoir des process qui sont documentés pour que tout le monde ait accès au même niveau d'information. Mais en plus, si vous rajoutez tous les concepts dont on a parlé pour que ce soit AI native, on va dire, là, vous débloquez vraiment le niveau supérieur. Mais voilà, on vous encourage à juste documenter de manière générale ce qui se passe chez vous parce que c'est la première brique pour augmenter la productivité de tout le monde, quoi. Donc, effectivement, ce qu'on a appelé le niveau 3, et c'est plus l'approche 3 que une question de niveau. Effectivement, c'est la partie ce qu'on utilise avec Achille autour de Obsidian et GitHub. Je vais juste le passer rapidement, j'y reviendrai après, juste parce que l'heure file et que je veux pouvoir répondre à quelques questions, notamment pour les gens qui doivent partir, et je ferai une petite démo suite aux questions. Et donc, en termes de next step, comme je vous disais, dans les prochains, demain ou après-demain, on va créer un guide avec le replay et notamment un exemple de ce dossier template que vous pourrez exploiter si vous le souhaitez. Et donc, vous pourrez utiliser ce dossier, commencer à remplir la partie contexte, process, trouver un responsable ou au début, c'est mieux que ce soit le dirigeant lui-même qui le soit pour le mettre en place. Et puis ensuite, commencer à onboarder vos collaborateurs sur cette nouvelle organisation. Sinon, c'est aussi forcément des choses qu'on propose à nos clients, notamment à travers un format qui marche assez bien, où on mêle donc coaching, audit et setup. Et globalement, la manière dont on procède, c'est qu'on on fait du coaching individuel avec chacun des responsables des différents pôles, ainsi qu'avec le ou les dirigeants. Et ça nous permet à la fois de les faire monter en compétences, de comprendre comment l'entreprise opère et là où il y a des opportunités d'automatisation, et de les accompagner dans la mise en place et le lancement de ce second cerveau. Donc on va passer à vos questions, vu qu'il est déjà bientôt l'heure. Et puis ensuite, je reviendrai pour si vous le souhaitez, sur un peu la démo, juste vous montrer un peu comment nous on a organisé de notre côté avec. Peut-être on va passer les questions dans l'ordre déjà. Donc Laure, tu demandais la différence entre un dossier client et un CRM. Colin, tu as déjà commencé à répondre tout à l'heure. Donc pour mémoire, l'idée du second cerveau, c'est pas de stocker toute l'information. Donc typiquement, c'est pas de mettre votre CRM, mais par contre de documenter dans ce dossier client les décisions, les grandes d'un point de vue macro, les grandes étapes de ce qui se passe dans la collaboration avec ce client, pour que le process soit documenté et pour que l'IA, quand vous allez demander des choses autour de ce client, sache exactement où aller chercher l'info, où sont stockées les factures, où sont stockés, peu importe, les documents de travail. Et c'est là où la vraie productivité va être débloquée. Mais ça ne va pas être
dans le fait de mettre toute l'information liée au client, par exemple, mais c'est vrai dans n'importe quel département, dans ce second cerveau d'entreprise. C'est un cerveau au sens, ça documente les process. C'est ça. Sur la question d'Eric, est-ce qu'on peut autoriser la création et la mâche de ces fichiers de contexte? Oui, alors on peut le faire du moment que l'information existe quelque part, donc que ce soit dans votre Drive ou ailleurs. Et donc, à partir de ces informations-là, enfin de ces documents, elle peut ensuite le recréer. En tout cas, l'organiser d'une manière efficace dans cette partie second cerveau. Et ensuite, une autre méthode qui est aussi souvent mise en avant, c'est de demander à l'IA de vous interviewer justement sur les informations manquantes qu'elle n'aurait pas trouvées dans vos documents existants. Ce point-là, il est vraiment super critique. Ce second cerveau, il va être uniquement performant si tous ces fichiers sont à jour et complets. Et la mise à jour, moi j'ai l'impression que c'est une telle rigueur que ça peut devenir une usine à gaz à maintenir. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le truc, s'il n'est pas à jour, en fait, il ne sert pas à grand-chose. Ou alors, il dessert plutôt qu'il ne sert. C'est vrai. Ouais, après, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas forcément rentable ou réaliste, notamment pour des PME jusqu'à présent. Aujourd'hui, encore une fois, avec l'IA, je dirais que ça demande plus de méthodes et de structures plus que de temps. Et effectivement, je ne dis pas que c'est facile à maintenir dans le temps, d'où la nécessité d'avoir un responsable, alors pas qui fait que ça, mais en tout cas une personne, c'est une des responsabilités. Mais globalement, encore une fois, avec quelques process, mais aussi des skills. Ça, c'est des choses qui se font relativement bien au sein des entreprises. Une autre partie de la réponse, rapidement, c'est que les process de votre boîte ne changent pas tous les 4 matins non plus. Donc, on veut pas. Donc, c'est important. On a mis l'emphase sur le fait que c'était important de le maintenir, etc. Il y a des fichiers ou des dossiers qui vont changer plus vite que d'autres. Donc, typiquement, les décisions avec les clients, ça peut être updaté tous les jours, voire toutes les semaines, etc. Mais globalement, le cœur du système va rester le même. Encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'avoir une personne dédiée qui peut mettre en place, par exemple, des routines sur Claude ou n'importe quelle manière régulière, périodique de mettre à jour l'information. Et c'est juste un travail de fond qu'il faut s'assurer de faire. Et comme dit Colin, c'est plus une question de rigueur que de complexité de travail ou même de temps, en fait. Il faut juste se dire qu'on va s'y tenir. Ouais, ok, ça marche. Merci bien. Avec plaisir. Comment connecter Google Drive à Claude? Alors, il y a 2 choses séparées pour être sûr de bien répondre à la question. D'un point de vue micro, ils avaient un MCP pour Google Drive. Donc, soit on ouvre un terminal, on tape Claude et ensuite on dit connecte-moi au MCP de Google Drive. Claude, Ou alors on va dans le connecteur de l'application. Donc, dans les réglages, ça s'appelle Customize dans l'application, dans la petite barre à gauche. Et vous avez un connecteur. D'un point de vue plus méta, on va dire, ce qu'a montré Colin au début sur Google Drive en tant que fichier de second cerveau, mais là, on a une slide sur ça. Je ne sais pas si tu la retrouves, Colin. Et en l'occurrence, pour le second cerveau, on n'a même pas besoin du connecteur dans le sens où, comme on l'expliquait, vous travaillez en local. Donc, ensuite, c'est l'application Google Drive, alors là, celle que je vous ai montrée vraiment telle quelle que vous téléchargez, qui va s'occuper de la synchro entre les deux. Donc voilà, à ce niveau-là, vous n'en avez pas nécessairement besoin, en tout cas dans le cadre du second cerveau. Après, forcément, si vous avez un Google Drive, effectivement, ça reste quand même ultra pratique de pouvoir laisser Claude retrouver les différents documents. Donc, Flavien, tu disais sur la partie question de protection de données avec Claude en lui donnant accès à toutes les infos de nos clients. Effectivement, c'est toujours un sujet, mais dans la mesure où vous utilisez l'application, j'allais dire, c'est pas plus un sujet que. Pour moi, c'est pas une problématique plus importante avec le second cerveau. Et comme on l'expliquait aussi, c'est vrai qu'on a parlé de la question des accès et de la confidentialité entre collaborateurs, mais effectivement, il y a aussi les informations juste que vous ne souhaitez pas partager ou que vous ne pouvez aussi peut-être pas partager avec Claude. Et dans ce cas-là, j'allais dire, c'est à la discrétion de chacun là-dessus.
Voilà, c'est les mêmes, j'allais dire, c'est le même arbitrage que dans votre utilisation de l'IA quotidienne, indépendamment du second cerveau. Et si vous avez des enjeux de protection des données, les modèles open source, voire hébergés localement ou des clouds d'entreprise un petit peu plus sécurisés restent aussi fonctionnels pour cette approche. On est d'accord, on parle beaucoup de cloud parce que c'est ce qu'on utilise, mais Codex peut faire le même boulot et n'importe quel modèle en soi peut accéder à ça. Ce qu'on partage, le cœur du message, c'est plutôt l'architecture autour de la gestion de connaissances pour que ça vous soit utile, plutôt que des choix de modèles, quoi. Eric, la question sur créer un agent IA pour assister ce responsable du second cerveau, absolument, c'est ce qu'on disait, hein, des routines, par exemple, ou des skills, ça peut totalement aider. Le point, par contre, sur lequel on insiste, c'est qu'il faut qu'il y ait un responsable humain qui soit responsable justement de ça. Sinon, c'est le bazar. Enfin, vous le constatez dans vos entreprises respectives. Si on peut se tourner vers personne quand il y a un souci ou juste pour que le système soit mis à jour, c'est mort parce que si ce n'est pas la responsabilité d'une personne, dans ce cas, c'est la responsabilité de personnes et ça se dégrade avec le temps, tout simplement. Donc oui, on peut automatiser des choses, mais il faut garder un honneur humain, quoi. Ouais. Et pour ta question, Olivier, alors je suis pas un spécialiste dans l'open knowledge format, mais globalement, ça suit les principes de l'open knowledge format, donc des fichiers au format Markdown par cluster thématique, donc qui sont les dossiers. Voilà, c'est une version, j'allais dire, allégée de ce concept-là, mais globalement, les principes sont Plus de détails sur la question parce que nous, on parle surtout de l'architecture au global du système plutôt que d'un format en particulier. Donc, au niveau des formats, ça ne change pas. Ça change pas. Jérôme, je crois que tu avais une question tout à l'heure. Non? Non, je n'ai pas de question, merci. Anne-Cécile? Oui, je comprends pas vraiment comment. Alors, donc moi, je travaille sur un second cerveau pour moi-même puisque je suis à mon compte toute seule. Mais si, par exemple, je prends, je sais pas, quelqu'un pour faire ma com, je comprends pas vraiment comment lui donner accès qu'à certains fichiers ou certains dossiers et le bloquer sur d'autres. Là-dessus, encore une fois, l'article qu'on vous a présenté, c'est pas trop pour collaborer, avec des prestats externes, parce que justement, comme on l'expliquait, en tout cas avec le fonctionnement du Drive, et c'est pour ça que les outils qui pourront sortir potentiellement plus tard pourraient être pratiques à ce niveau-là, mais c'est que voilà, vous avez si tu donnes accès à un dossier, un dossier dans le Drive à quelqu'un, il va avoir accès à tous les dossiers et les documents qui sont en dessous de ce dossier-là. Donc voilà. Donc après, ça dépend si c'est un freelance, un collaborateur avec qui tu bosses régulièrement. Voilà, pour moi, la rencontre la plus simple, c'est juste de créer un drive partagé, mais vous n'aurez pas cette logique de second cerveau avec elle. Ça serait un peu trop lourd à gérer pour ce niveau de collaboration. Mais même dans une même entreprise, par exemple, tous les salariés n'ont pas à avoir accès au dossier RH ou Enfin, il y a forcément des pôles qui ne doivent pas avoir accès à des infos d'autres pôles. Absolument, ouais, absolument. Et pour ça, c'est pour ça qu'on disait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si tu donnes accès à tout ce fichier partagé par défaut, tous les pôles verront toutes les informations des autres pôles. Donc, on est d'accord que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Par contre, tu peux donner de manière granulaire des accès. Donc, ça demande un tout petit peu de temps. Mais pareil, si tu as accès au MCP, tu peux demander à Claude de le faire, cette répartition des droits, je suppose. Et tu peux donner des accès comme ça. Donc, pour répondre à ta question sur la com, cette personne de la com aura accès au dossier com, voire même à des sous-dossiers à l'intérieur uniquement sur ce qui est important. L'arbitrage, il est sur à quel point la confidentialité de la donnée est plus importante que le bénéfice de la collaboration. Donc, tu vois, après, comme il n'y a pas de travail, on parle que des process là. Ouais, ce qu'il faut différencier, encore une fois, c'est que le second cerveau, c'est un dossier isolé sur votre drive.
Et donc, voilà, l'idée, c'est que le second cerveau, il puisse être partagé à toute l'entreprise parce qu'il contient que le process et les contextes. Et voilà, l'idée, c'est qu'a priori, les process et le contexte, voilà, général sur l'entreprise, il n'y ait rien de confidentiel à un salarié. Après, effectivement, les documents perso sur les RH et tout, là, se situent sur le reste de votre drive. Et là, c'est ce qu'on mentionnait avant, sur le reste du drive, il y a, voilà, vous savez, la gestion des partages en vigueur. Voilà, sur ce second cerveau, c'est différent. Ok. Et si, j'ai encore une autre question. Si le DG de l'entreprise veut avoir accès à tout, il faut quand même que tout soit relié à un moment. Que, je sais pas, la RH, elle démissionne, il faut que tout ce qu'elle a fait puisse être quand même visible en haut de la pyramide, quoi. Encore une fois, dans ce second cerveau, il n'y aura pas de document de production. Il y aura uniquement, encore une fois, les process, le contexte et, on va dire, une question peut-être de prise de décision ou d'historique. Mais après, tous je sais pas, les CV qu'elle aura triés, les annonces de job qu'elle aura créées, etc., seront sur le drive comme elle l'opérait avant. C'est aussi ça l'intérêt voilà, de cette organisation-là, c'est que ça ne change pas la manière dont les équipes collaborent actuellement. Ça vient juste rajouter une brique qui permet voilà, aux collaborateurs de mieux collaborer avec l'IA au sein du reste. Donc, sur le reste de ces sujets de gestion de la donnée, d'accès, etc., il n'y a pas de différence par rapport à avant la mise en place de ce type de dispositif. Pour répondre, j'ai essayé de prendre le truc sous un autre angle, Anne-Cécile, mais pour répondre à ta question sur un prestataire externe, par exemple, au niveau de la com, en fait, peut-être que tu n'as pas envie que cette prestataire ou ce prestataire ait accès à tous les process de ta boîte. Par contre, tu peux donner accès juste au dossier com, avec les process de la com, parce que de toute façon, ça va être la partie sur laquelle cette personne-là va travailler et va pouvoir avoir besoin de plus de contexte dans ta boîte. Mais étant donné que son périmètre est limité à ça, il n'y a pas forcément de besoin que cette personne ait accès à tes autres pôles ou les process globaux de ta boîte. À l'inverse, le DG, il a accès à tout le fichier parce qu'il n'y a pas de restriction d'information. C'est plus clair comme ça ou pas du tout? Ouais, j'arrive pas trop à me… Vu que je bosse toute seule et que moi, tout est dedans, j'arrive pas trop à me rendre compte comment chacun peut bosser, mais que le DG, par exemple, ait quand même accès à tout, quoi, tout en bossant sur Claude. Encore une fois, c'est juste que effectivement, la différence avec un second cerveau perso, c'est que ça va pas être aussi exhaustif qu'un second cerveau perso. Effectivement, un second cerveau perso, on va mettre toutes ses productions, on va mettre globalement, on va centraliser toute sa documentation parce que juste c'est plus simple en tant qu'indépendant. Vous voyez, par exemple, la présentation qu'on a créée, elle fait partie elle est dans notre second cerveau. Mais pour une entreprise avec plusieurs collaborateurs, c'est différent et c'est pour ça qu'on dissocie les deux. Voilà, les données de production, les documents de travail, etc., restent sur l'organisation historique. Et on crée cette version un peu édulcorée du second cerveau perso parce que ça fait quand même gagner des gains intéressants à la boîte. C'est la première étape la plus accessible aussi pour la boîte pour aller dans cette direction. Et effectivement, voilà, c'est pas aussi exhaustif qu'un second cerveau perso, mais c'est le 80-20 qui permet encore une fois d'adapter ce concept et de le rendre accessible à des boîtes, à tout type de boîte et à toute taille. Et si Ok. toi, tu es toute seule, Anne-Cécile, c'est pas la peine de t'embêter avec cette notion-là de second cerveau d'entreprise. Garde ta structure qui existe avec un second cerveau individuel. Si besoin, tu peux créer un sous-dossier dans ton second cerveau qui est, par exemple, communication ou nous, on a un shared, par exemple, un dossier partagé auquel tu donnes accès juste aux droits, tu donnes accès juste à ce dossier-là et à ce qu'il contient pour pouvoir collaborer sur ce périmètre en particulier. Mais ton cas est différent puisque tu es tout seul, donc tu n'as pas les enjeux de collaboration sur les autres parties. Donc, moi, je ne me prenais pas trop la tête sur cet aspect-là. Et vous, en bossant à deux, vous vous êtes donné accès à tout? Non, Enfin, vous justement, avez le même second cerveau pour vous deux? on a deux seconds cerveaux et on a un fichier partagé qui est commun, qui est partagé, comme son nom l'indique, et on a chacun les droits pour ce fichier partagé à deux. Ce qui fait qu'on a à la fois nos process individuels et on peut quand même collaborer sur tout ce qui est partagé à deux. Ben voilà, Colin le montre.
que vous voyez ici. Donc, alors là, encore une fois, c'est la version voilà, avec Obsidian et GitHub. Mais donc, on a voilà, chacun un dossier dans lequel, enfin, chacun notre second cerveau qui nous est propre, dans lequel il y a effectivement ce dossier commun qui est voilà, commun dans nos deux seconds cerveaux. Ça, on fait le partage grâce à voilà, un plugin Obsidian qui s'appelle Relay, qui est voilà, celui que vous voyez juste ici, et qui permet de voilà, synchroniser un dossier entre deux dossiers locaux. Et voilà, donc ça marche bien pour des petites équipes, et donc voilà, c'est pour ça qu'on fonctionne comme ça. Mais à l'échelle d'une boîte, ça serait Et du pas coup, quand faisable. vous créez quelque chose, vous dites à Claude de le mettre dans votre second cerveau et dans le second cerveau partagé. Vous faites Uniquement dans le partagé. Comme ça, il n'y a En fait, pas de duplication. c'est ça, on a déjà nos règles en vigueur voilà, de chacun de notre côté. S'il y a quelque chose qui doit aller dans la partie partagée, bah, ça va dans la partie partagée. Et c'est le plugin Relay qui fait la synchro entre nos deux, ce dossier voilà, de chaque côté. Donc, on n'a pas besoin de le prendre en compte. On n'a pas besoin de donner d'instructions particulières là-dessus. Ok, je comprends mieux. Merci. De rien. Est-ce que vous avez encore des questions, que ce soit voilà, sur le second cerveau d'entreprise ou autre? Il semblerait qu'on ait réussi à répondre à tout le monde. Tu veux très rapidement faire la dernière démo, comme ça Ouais, je peux le faire rapidement, mais globalement, voilà, je pense qu'on a montré effectivement grâce aux questions d'Anne-Cécile ce qu'on voulait montrer. Voilà. Effectivement, avec Cécile, on a chacun donc, voilà, notre propre second cerveau, avec une partie qui nous est, une fois, qui est propre à chacun. Et on a un dossier qui est le même du coup des deux côtés, qu'on partage, qui est synchronisé grâce à ce plugin sur Obsidian. Qui en gros va synchroniser automatiquement. Dès que je fais moi une modification dans un des documents ici, et ben ça va le mettre à jour aussi du côté d'Achille. Et donc c'est comme ça qu'on collabore. Voilà. Et ensuite on reprend la même organisation. Vous voulez retrouver le même client, donc client, contexte. On a aussi ici la partie process. Et on a aussi les clouds.md voilà, dans chaque sous-dossier, qui sont donc la carte avec voilà, les règles en vigueur, l'organisation et ce que contient chaque dossier. Mais encore une fois, je me permets de reprendre, là vous voyez mon écran sur mon explorateur de fichiers. Là, Colin l'a montré sur Obsidian, mais c'est la même chose que littéralement des dossiers qui sont créés sur votre ordinateur, c'est des fichiers en local, des dossiers en local. Et donc, vous voyez ici le shared, qui est notre dossier partagé. Nous, il est synchronisé via Obsidian, parce que c'est la manière la plus simple qu'on a trouvée. Mais ce dossier-là, il pourrait totalement être synchronisé par Google Drive, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait, il y a différentes manières de faire, mais l'outil n'est pas le plus important. Nous, on vous conseille de passer par Drive parce que pour commencer, et surtout quand vous êtes plusieurs dans l'équipe et que ça commence à croître, plus de 10 personnes typiquement, ça vaut largement le coup de passer par Drive parce que c'est plus simple. Mais voilà, Obsidian avec Relay est une option. Vous pourriez passer uniquement par GitHub, etc. Mais il faut garder en tête que là, on parle que d'architecture de fichiers et ça reste voilà, des fichiers et des dossiers sur votre ordinateur, quoi. Je ne sais pas si c'est… J'espère en tout cas que c'est plus clair comme ça. Mais ce shared-là, vous voyez, c'est l'unique artefact qui est partagé entre nous deux sur mon second cerveau que vous voyez ici au milieu, quoi. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça en réalité, hein. C'est ce dossier-là qui est partagé et auquel on a tous les deux accès. Et c'est là où on met les process qui nous sont communs. J'espère que c'est plus clair. En tout cas. Eh ben, écoutez, si vous n'avez plus de questions, voilà, merci à tous pour votre temps. J'espère que voilà, ça aura été intéressant et que ça vous sera utile. Comme on disait, demain, on partagera voilà, le replay de la session ainsi que le guide qui contiendra la présentation, ainsi que le template donc, voilà, de Second Cerveau, qui est encore une fois voilà, une base, mais voilà, une bonne base sur laquelle vous pourrez partir et que vous pourrez adapter à votre contexte et à votre entreprise. Voilà. Et si vous voulez bosser avec nous sur ces sujets, vous savez où nous trouver. Vous avez le site dans le chat ou sur LinkedIn. Exactement. Merci Sur à ce, tous. Merci beaucoup. Bon appétit.
Oui. Bye bye. Ciao. À bientôt.